Bonjour madame, bonjour monsieur et bienvenue à votre émission Écran vert. 30 minutes nous suffiront pour aborder de l'aspect touristique en Afrique. Ça sera de façon un peu plus détaillée parce que nous allons pouvoir parler de la vente de la partie australe et la partie est. Monsieur Didier Bayeye Mbongo, certainement que vous posez la question qu'il est promoteur et marketeur du tourisme en Afrique australe et Afrique de l'Est actuellement. Il est directeur international de vente pour le compte de la structure Sanctuaire de retraite. Monsieur Didier Bayeye Mbongo, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame Bibiche et merci de m'avoir invité. Nous avons suivi votre portrait et nous voyons vraiment que vous êtes passionné du tourisme, non seulement pour les comptes de la République démocratique du Congo, mais pour les comptes du monde en général, parce que vous avez pour mission de vendre l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. Oui, merci pour la question. Je suis là pour voir la vente de l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est et aussi l'Afrique centrale actuellement. Et ce n'est pas juste une profession, c'est une profession qui va toujours de pair avec la passion. Donc la vente des produits touristiques pour les continents africains, c'est notre passion. Et qu'est-ce que vous vendez? Qu'est-ce que vous avez comme menu présentement? Nous vendons, quand on parle de vente des produits touristiques en Afrique australe et l'Afrique de l'Est, on parle beaucoup plus des pays. C'est que ces pays ont à offrir en termes de tourisme, qu'est-ce qui est spécifique dans chaque pays, qui peut attirer l'attention du reste du monde hors du continent africain, mais bien sûr les Africains également. Mais l'objectif est beaucoup plus d'attirer les Européens, les Asiatiques, les Américains, les Australiens. Attirer tout le monde. Attirer tout le monde, oui. Alors, lorsque vous nous parlez de cette vente, vous nous parlez des différents pays. Aujourd'hui, s'il faut parler de la crédibilité, ici je parle de la crédibilité, pourquoi? Parce qu'on nous dit que celui qui est crédible, c'est celui qui a quelque chose à donner. Alors, quel est ce pays qui est plus crédible par rapport aux autres en termes du tourisme? Il n'y a pas un pays qui est plus crédible par rapport aux autres en termes de tourisme. Je vous dirai pourquoi. Parce que chaque pays a ses valeurs liées à ses pays. Chaque pays a un paysage propre. Chaque pays a des phénomènes naturels, avant même de parler de la contribution de l'homme ou ce qui est artificiel. Et c'est comme ça que l'homme a trouvé cette nature dans chaque coin du pays ou chaque coin du continent africain tel qu'il est. Et cela donne la même valeur à chaque pays. Donc, il n'y a pas un pays qui est beaucoup plus crédible en termes de tourisme. Mais par contre, il y a des pays qui ont beaucoup plus valorisé ce qu'ils ont trouvé dans leurs portes. Nous allons parler de la promotion du secteur, mais il y a quand même des spécificités, ce n'est pas des particularités qui sont convoitées par rapport aux autres. Oui, il y a des spécificités qui sont convoitées, mais c'est beaucoup plus aussi par rapport aux touristes, parce que les touristes ou les voyagistes, il a envie d'abord, c'est lui qui connaît où je vais partir et pourquoi. C'est lui qui est par exemple intéressé aux montagnes, il ira dans un pays qui a plus de montagnes, pour faire les aventures sur les montagnes, et ceux qui sont intéressés à la brousse, ils iront vers des brousses ou des forêts africaines. Mais même dans les brousses ou des forêts, on voit des différentes espèces. Il y a des gens qui sont beaucoup plus intéressés par des guépards. Ils vont aller là où ils savent qu'il y a des guépards. Il faudra également une vitrine pour prendre connaissance des différents produits, des différents menus que vous leur proposez. C'est pourquoi nous vendons. Parce que quand nous vendons, nous exposons, nous faisons l'exhibition, nous présentons les produits au monde. Dans cette partie de l'Afrique, et il y a ça comme produit, il y a ça comme produit, et il y a ça, on présente les différents produits au reste du monde, et c'est au monde de décider quel produit prendre, quel produit choisir ou aller pour l'expérience. Comment vous les présentez et quelles sont les occasions que vous saisissez pour vous exprimer si facilement? Voilà, il y a plusieurs occasions.
Premièrement, je vais parler des grands salons de tourisme que vous savez, ça se passe dans plusieurs pays ou bien plusieurs contrées au monde. Il y en a pour l'Afrique de l'Est, il y en a en Afrique australe, il y a l'Afrique de l'Ouest, il y en a en Europe, en Amérique et tout ça. Mais malgré ça, le tourisme fonctionne aussi dans un réseau. Donc on est tous dans un réseau avec tous les promoteurs du tourisme ou les principaux acteurs dans les secteurs du tourisme, dans d'autres pays et d'autres continents. C'est-à-dire qu'on lance les produits spécifiques dans les réseaux également. Ils savent exactement que pour tel produit, il faut contacter telle compagnie. Pour ce genre de marché, il faut contacter telle compagnie ou tel pays. Si vous voulez faire par exemple du ski, on ne peut pas parler du continent africain par exemple, sauf les Soutou qui fait la fierté par exemple pour les skis à cause des hautes montagnes et pendant la saison, pendant l'hiver, il fait excessivement froid, il y a de la neige là-bas. Mais quand on parle par exemple de la forêt africaine où on veut faire des safaris, là non plus on ne peut pas parler de l'Europe. Vous n'allez pas en Europe pour faire les safaris. Vous avez d'abord parlé de la RDC qui détient plus de 60% des forêts tropicales de l'Afrique. Alors comme nous parlons de ces forêts, donc nous parlons de la République démocratique du Congo aussi de façon anticipée, le point d'attraction du tourisme en RDC. La République démocratique du Congo a plusieurs points d'attraction du tourisme. Méconnus. Sans pour autant mentionner les tout, sinon ça nous risquerait de prendre 2 jours pour mentionner les sites ou les attractions touristiques en République démocratique du Congo. Ce que je peux dire dans ma petite expérience, plusieurs produits que nous vendons en Afrique australe ou en Afrique de l'Est, on les retrouve en République démocratique du Congo. Quand on parle des chutes d'eau qui constituent les attractions, il y en a plusieurs en République démocratique du Congo. Zongo, par exemple. Zongo, par exemple, qui est ici à côté. Et là, on parle de celui qui est plus proche de la ville de Kinshasa. Mais dans chaque province, il y en a plusieurs. On voit des gens, par exemple, aller aux chutes à la rivière Zambezi, Zambezi River. Mais la grande rivière que nous avons ici, on ne peut pas comparer ça à la rivière Zambezi. Mais qu'est-ce qui fait est-ce que là-bas, les gens s'intéressent un peu plus par rapport à la RDC? C'est quoi le problème? C'est un manque criant de politique? Ce sont les stratégies qui manquent? C'est la volonté ou c'est quoi? Voilà. Il y a quelques points que je vais mentionner. Je vais dire que premièrement, le tourisme n'a pas encore commencé en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous faites dire ça? Ce que je vais dire, c'est que les produits touristiques ne sont pas valorisés en République démocratique du Congo. Les produits sont là, mais il faut les valoriser. Il faut faire savoir au monde que, hey, écoute, nous avons ça, c'est ça chez nous. Déjà que vous nous dites qu'il y a un réseau, donc vous travaillez en réseau avec les autres partenaires, vous profitez de l'occasion pour valoriser, pour marteler sur différents produits que détient la RDC. Avec cette initiative, un peu de bonne volonté, vous verrez, madame, que dans trop peu de temps, la République démocratique du Congo sera aussi citée parmi les grands pays qui bénéficient énormément du tourisme de l'extérieur dans très peu de temps. Mais comme je l'ai dit, si nous mettons un peu plus de sérieux dans ce que nous faisons et ce que nous voulons atteindre. Et qu'est-ce qui justifie votre optimisme? Ce qui justifie mon optimisme, c'est parce que c'est que les produits que je suis en train de vendre, en Afrique australe par exemple, je vais éviter surtout de mentionner les pays spécifiques, mais je vais cette fois-ci me concentrer sur la République démocratique du Congo. Comme je l'ai dit, que tous ces produits-là sont en RDC. Donc on peut facilement les retrouver en RDC. Je ne vois absolument rien. On a des montagnes, par exemple, un cas spécifique des parallélismes que je vais faire. Il y a, si vous arrivez à Cape Town, en Afrique du Sud, qui a plein de montagnes et avec la fameuse montagne des tables qui est
connu partout. Mais des montagnes, nous avons des montagnes volcaniques à l'est. Et ça, vous trouvez nulle part en Afrique. Et quand on parle des forêts, on vous parle des safaris, par exemple dans les deltas au Kavango, au Botswana. Mais nous avons 9 parcs nationaux non exploités. Et plus de 60 réserves. Et plus de 60 réserves. Les parcs Kruger, vers les nord-est de l'Afrique du Sud, qui a les parcs Kruger, la taille d'Israël, on ne peut pas comparer ces parcs avec tous les parcs nationaux que nous avons à l'Est. C'est que nous souhaitons, le tourisme, ce n'est pas non plus que les animaux, les parcs, des montagnes, c'est aussi la culture même du peuple. Puisque vous trouvez des touristes qui voyagent pour... il y a la mauvaise conception, excusez-moi, je vais être un peu bavard, il y a la mauvaise conception du tourisme, puisque souvent nous pensons que les gens voyagent pour... il faut qu'il y ait des autoroutes, il faut qu'il y ait des gratte-ciel, et c'est ainsi qu'on aura des touristes. Mais non, puisque vous n'allez pas dire à quelqu'un qui vient de New York ou Washington de venir au Congo pour voir des gratte-ciel. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir si on a l'occasion, non. Si on n'en a pas besoin. Non, c'est pas ça l'idée. Mais l'idée, c'est que des gens quittent ces pays ou ces villes très modernisées et industrialisées pour s'éloigner de leurs activités quotidiennes, s'éloigner du bruit des autoroutes et autres, ou des machines, pour chercher un refuge, une retraite en Afrique. Ils veulent voir la culture et apprendre. Dans l'entretemps, ça devient beaucoup plus éducatif. La culture des gens. On a plusieurs cultures en République démocratique du Congo. On doit avoir des villages culturels qui donnent l'expérience. Vous allez par exemple KZN à KwaZulu-Natal, là où était Shaka Zulu. Ils ont conservé ces villages, et là vous entrez jusqu'aujourd'hui avec tout ce que l'Afrique du Sud est. Les filles marchent comme ça, donc moi moitié traditionnel, c'est l'expérience. Mais c'est ça, mais ici nous avons par exemple les baobabs de Stanley à Boma, nous avons la première voiture de l'Afrique centrale qui se retrouve jusqu'aujourd'hui, donc il y a, comment on appelle, les débris, on peut les appeler comme ça aujourd'hui parce que c'est pas entretenu, qui se retrouvent encore en République démocratique du Congo, mais classés dans les oubliettes. Ces histoires-là ne peuvent pas être entretenues, c'était par, je ne sais pas quoi, peut-être soit l'ignorance, soit de négligence ou quoi, mais ce n'est pas encore tard. C'est vraiment possible de faire revivre toutes ces histoires-là. Je vais vous parler d'un lieu qui est lié à un grand homme au monde que certainement vous connaissez, Mahatma Gandhi, qui a vécu 21 ans en Afrique du Sud avant de retourner en Inde pour devenir le père de la nation indienne. Mais il a développé sa philosophie de la résistance passive dans une petite maison, dans un quartier qu'on appelle Orchard à Johannesburg. Et nous avons travaillé sur ces projets pour revaloriser cette maison. La maison s'appelle Satyagraha House. Jusqu'à présent, si vous faites les Google, vous aurez tous mes détails, tout mon nom, vous verrez ce que je fais. Nous en avons également besoin dans un bref délai pour faire profiter à la nation congolaise votre expertise. Encore une question, aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'aspect touristique, on a plus tendance à voir seulement les parcs nationaux, les réserves, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres créneaux qui sont exploités, mais méconnus? Le domaine du tourisme est un domaine qui réunit plusieurs autres domaines. Il n'y a pas que des parcs nationaux, comme on l'a dit. Il y a Moi, pas je que... parle du cas de la République démocratique du Congo. Oui, que ce sont plus les parcs et les réserves qui prennent le devant. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas que ça. Parce que les gens peuvent aller voir des parcs nationaux ou des réserves privées, mais ils ont aussi besoin où dormir, où se reposer. Donc là, on a besoin des cadres, du standard. On ne parle pas qu'il y ait des 5 étoiles partout, mais des lodges qui doivent être aussi faits du genre de modèles congolais, qui donnent l'expérience. Si c'est en bois, par exemple, rien du mal à avoir des lodges en bois, puisque il y en a plein comme ça,
dans les Victoria Falls, à Livingstone, dans la réserve de Chobe au Botswana et même dans les déserts de Namib, les loges qui sont faits là, c'est au milieu de nulle part. Il n'y a pas moyen d'amener des ciments, des briques pour faire des maisons. Mais il y a encore un aspect important qui serait peut-être à la base de ces situations avec le drame que vit le Kivu. Y a-t-il encore des entrées des touristes en République démocratique du Congo? Les touristes entrent en République démocratique du Congo, mais pas comme touristes. Du point de vue des significations, touriste vient du mot tour, mais avec une signification bien définie. C'est quelqu'un qui est d'un point A à un point A sans pour autant avoir des intérêts. Non, à un point A, là où il a commencé. Un point B, c'est la RDC. Disons quelqu'un qui vient de notre pays, il vient à la République démocratique du Congo et il retourne dans son pays. C'est ce qu'on appelle le tourisme. C'est un tour. Vous quittez d'où vous arrivez en République démocratique du Congo. Aussi longtemps vous ne retournez pas, vous n'avez pas accompli les tours. C'est pas encore un tour complet. Voilà. Mais le mot-clé dans la définition reste que cette personne voyage pas pour un profit. C'est ce qui définit déjà, lorsque vous un partez touriste. découvrir, c'est aussi un profit parce que vous allez ramener ces informations aux autres et question de faire avancer les choses. Et non, mais quand on parle, oui, la connaissance, c'est aussi un profit, mais dans cette définition, on voit beaucoup plus un profit matériel. Donc, vous êtes parti pour vendre un truc et vous procurer de l'argent et retourner chez vous. C'est aussi un tour, mais vous n'êtes pas défini comme un touriste. Ouais, il y a des gens qui viennent comme ça, ils ne viennent pas... Qu'est-ce qu'ils craignent alors? Pourquoi est-ce qu'ils cachent? Ils ne craignent pas, ils ne cachent pas, ils ne craignent pas, sauf que lorsqu'ils viennent, comme nous n'avons pas valorisé les activités touristiques et les produits touristiques, tout le monde qui vient de l'extérieur en République démocratique du Congo, ils viennent pour une autre raison que des raisons touristiques. C'est pour un investisseur, oui, pour un investisseur, et les gens qui sont venus pour faire la paix et autres, mais lorsqu'ils sont là, par exemple, tous ceux qui sont dans la partie Est, ils sont en train d'envier et de dire, mais ça c'est un paradis qui est caché ici, mais on se demande pourquoi ces pays contiennent tout ça. Et il ne faut absolument rien avec. Et ça sont des informations qu'on a des gens de l'extérieur qui ont visité la partie Mais Est. déjà que vous êtes au courant de cette situation, vous êtes au courant de cette façon de faire les choses, qu'est-ce que vous préconisez? C'est pourquoi on est là, Madame Bibiche, ensemble avec le gouvernement qui est en place et tous ceux qui font partie du domaine du tourisme. Hier, nous avons été reçus par les ministres provinciaux du tourisme et nous en avons également parlé. Et je crois qu'en nous tenant main dans la main, les choses vont certainement marcher. L'union fait la force, dit-on. Favorisez-vous aussi le départ des touristes congolais vers d'autres pays? Oui. Les Congolais ont aussi droit de faire le tourisme. Est-ce qu'ils le font d'abord? Je ne saurais pas vous dire plus. S'ils le font, c'est trop peu de gens. À combien de pourcents vous estimez? En Afrique du Sud, là où je suis basé par exemple, les statistiques de 2013 montraient, c'est moins d'1% de la population congolaise qui fait le tourisme à l'extérieur. Du tourisme, il y a beaucoup de gens diront, mais non, les Congolais voyagent beaucoup. Mais combien retournent? Comme j'ai par la définition, c'est quelqu'un qui va, pas pour des raisons de commerce ou autre, juste pour visiter et retourner chez lui. C'est dans ce sens-là que je parle. C'est vraiment trop peu. Sinon, les gens, ils vont pour soit ne pas retourner, ou ils vont pour faire les affaires, ou rentrer, ou ils vont en mission de voyage pour rentrer. Bon, lorsqu'ils sont là à l'extérieur, dans un sens global, ils sont aussi définis comme touristes, et même quand vous êtes à l'extérieur pour des réunions des services ou autres, dans l'entretemps, vous allez circuler dans la ville, voir ce que cette ville a à offrir, et profiter de la culture de la ville, et voir d'autres choses. Donc, ils sont aussi qualifiés dans un sens restreint comme touristes, mais dans un sens global et dans la définition générale des touristes, c'est trop peu de Congolais qui vont à l'extérieur.
avec l'allure où vont les choses, on peut aussi encourager les Congolais d'aller aussi voir, parce que c'est lorsqu'ils vont à l'extérieur et ils voient que, mais nous aussi, on est sur les mêmes pieds d'égalité que ces pays. Là, je ne parle pas toujours de l'Europe ou de l'Amérique, des pays d'autres pays africains, par exemple, surtout l'Afrique australe ou l'Afrique du Nord, les pays maghrébiens, voir comment ils ont valorisé ce qu'ils ont trouvé là, ce que Dieu les a donné comme richesse naturelle. Ils pourront retourner avec la pensée changée, complètement changée, pour voir que mais cette montagne qu'on voit toujours ici, ça a été là depuis plusieurs siècles, mais on peut faire quelque chose sur cette montagne. Mais cet ruisseau ici, on peut le valoriser. Mais cette rivière, on peut faire quelque chose là. Donc, ces jardins botaniques qui a toujours été là, il y a moyen de les valoriser. Il n'est pas valorisé? Non, c'était un exemple que je donne. C'est aussi une question que je vous pose. Nous avons le jardin botanique de Kinshasa, nous avons également le jardin zoologique, botanique Kinshasa et Kisanto, et même à l'équateur avec Eala. Mais nous avons également le jardin zoologique aujourd'hui. Et quand à chaque fois je parle de valoriser, c'est parce que je suis dans les secteurs et généralement quand on parle du Congo, je parle pas d'un individu. Vous allez sur Internet, vous ne trouvez pas tout ça. Donc c'est parce que moi je suis congolais, donc je fais aussi mes recherches et je vais bien promouvoir mon pays d'origine. C'est pourquoi je dois connaître ce qui est dedans pour que je puisse amener ça aussi à l'extérieur. Mais quand vous allez sur les outils de vente, de tourisme, vous commencez à chercher là, c'est à peine même que vous pouvez voir trop peu de trucs comme Zongo, les bonobos, un truc de bonobos et 3 ou 4, 5 trucs que vous pouvez trouver sur Internet. En marge de la célébration de la Journée nationale de l'arbre, nous avons échangé avec un botaniste qui a aussi soulevé un aspect important qui inquiète aujourd'hui, c'est la valorisation des essences locales sur différentes places publiques. Là, j'ai fait allusion aux artères, par exemple, qui sont modernisées. En lieu et place de penser à la promotion de ces essences locales, on a tendance à exporter les essences de l'extérieur du pays et puis faire l'affaire. Comment vous trouvez cette façon de faire les choses? On n'exporte pas une autre culture dans l'objectif d'en faire un produit touristique. Puisque cette culture reste originale à ces pays-là, ou ces villages d'où on est parti prendre ces matériaux. Je n'avais pas fini l'idée avec la maison de Gandhi que je voulais vraiment souligner. À l'époque, Gandhi, dans sa philosophie, il n'avait même pas de meubles, il n'avait rien, il possédait rien. Mais parce qu'il a développé sa philosophie de la résistance passive dans cette maison-là, et il y a la mezzanine là où il dormait, il était et autres, lorsqu'il fallait réflexionner et donner la valeur à la maison, nous avons consulté les historiens, spécialistes sur Gandhi et les muséologues. Ils sont allés chercher de meubles et de matériel jusqu'en Inde que les gens utilisaient avant les années 1930-1920, vers les années que Gandhi a vécu. Maintenant, on a mis ça dans cette maison. Quand vous entrez là-bas, vous aurez l'impression que c'est ça que Gandhi a laissé dans cette maison. Mais pourtant, c'est pas ça. Nous pouvons faire pareil. Avec Stanley, la maison ou les maisons qu'ils ont habitées, pas seulement Stanley, Livingstone, là où ils ont été. Pour le feu président Mobutu aussi. Tout à fait. Bandal. À Bandal. Même on parle des sites historiques partout, pas seulement à Kinshasa. Même à Badoli ou à Gemena ou je sais où. Et la maison de Patrice Lumumba. Qu'est-ce qu'elle est devenue cette maison? Kassavubu. Limca aussi. Tout ça. Donc, vous voyez ça, c'est possible de remettre ça. La maison de Mandela à Soweto, on n'a pas dit parce qu'il est Mandela, il faut construire et faire une villa ici, ensuite on va dire c'est la maison de Mandela. Non, c'est la même taille qu'elle a toujours été lorsque Mandela habitait là-bas. C'est restauré, on a mis ces petits objets, d'autres objets en fait des réplicas. Ce ne sont même pas des
ce qu'il avait utilisé. C'est qu'il avait une brosse à dents qu'il mettait toujours là. On a cherché, on a créé un truc pareil. Et de l'époque, on a mis ça là-bas. Ça vous fait revivre l'époque. Donc, je vois absolument rien qui soit impossible avec tous les sites que nous avons ici. Alors, une dernière question. Les ressources naturelles frontalières sont à la base des conflits entre nations lorsqu'elles ne sont pas bien gérées. Oui. Et la RDC fait face à ce genre de choses. Nous partageons certaines ressources naturelles avec le Rwanda, par exemple, avec l'Ouganda. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cet aspect? Par rapport à cet aspect, vous savez que la lumière attire des insectes. C'est inévitable. Mais il y a également des filets qui peuvent protéger les insectes de ne pas nuire aux gens. Il y a des espèces qui ont émigré. C'est question de la volonté. La volonté, je dirais, la volonté politique, mais aussi d'abord régionale, mais la volonté congolaise également. Puisque souvent, dans des conflits pareils, on commence d'abord par dire les Occidentaux. Quand on parle des Occidentaux, on est tous africains. Si nous disons que nous voulons la paix en Afrique, nous voulons bien vivre avec nos voisins. Comme on dit en relations internationales, que vous ne pouvez pas être en paix si vos voisins sont en conflit, sont en guerre. Puisque les bruits là vont toujours vous déranger. Même si voilà. Et un peu de bonne volonté pour dire que c'est notre Afrique, nous voulons la paix. Et nous tenir sur ces propos. Moi, je pense que ce n'est pas à nous, on n'a pas mis les ressources là. Dieu a voulu que ça soit ainsi. Et on ne peut pas bien évoluer, bien vivre, sans aussi faire ce qu'on appelle mutual trade avec d'autres pays. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir ce qu'ils ont besoin, mais dans les bons droits, et les biens. Payer ce qu'il faut payer, que les propriétaires en bénéficient, que vous aussi vous ayez ce que vous avez. Il y a l'importation et l'exportation. Nous avons besoin des pays de l'extérieur, comme ils ont besoin de nous. Mais c'est question de cadrer les choses et pour que ça puisse bénéficier tout le monde. Moi, je pense que c'est le problème de ces conflits, ces ressources-là, et heureusement qu'on les a. Et on ne doit pas abandonner notre pays parce que d'autres personnes ont les yeux sur notre pays. Non, donc c'est pas ça. C'est pas ça, je comprends que vous êtes Congolais, vous avez exprimé votre patriotisme, Monsieur Didier Bayeye Mbombo, je vous dis merci d'avoir disponibilisé de votre temps pour échanger avec nous. Merci madame de m'avoir accueilli. C'est pas la dernière fois. Pas du tout, c'est pas la dernière fois. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin votre émission Écran vert. 30 minutes ont suffi pour aborder de l'aspect touristique, encore une fois, non seulement pour le continent, mais aussi pour la République démocratique du Congo, parce que l'intervenant, l'expert d'aujourd'hui a vraiment martelé sur la politique du tourisme en République démocratique du Congo, capable de renflouer les caisses de l'État, capable de booster le développement du pays. Merci encore une fois et au revoir.